Imaginez, vous travaillez dans une entreprise au bord du précipice. 10 ans de garantie. Non au licenciement des pour les salariés. Quelques années plus tard, vous en devenez actionnaire et récoltez un véritable jackpot. C'est exactement ce qui est arrivé aux salariés de La Redoute. Belle histoire, celle de ce millier de salariés actionnaires de La Redoute qui vont empocher un gros pactole. Une entreprise emblématique de la mode et du textile en France. Comment cette vieille maison, fondée au 19e, a-t-elle réussi à renaître de ses cendres? Et surtout, comment ses employés sont-ils devenus riches? Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire fascinante de La Redoute, une transformation spectaculaire digne d'un film. Tout commence en 1837 à Roubaix, une ville ouvrière au cœur de l'industrie textile. Joseph Paulet, fils de tisserand, fonde une filature de laine. Son fils Charles lui succède et construit une usine sur un terrain situé rue de La Redoute. Il appelle l'entreprise Filature de La Redoute. Tout comme Fil d'Art ou les Trois Suisses, également installés à Roubaix, La Redoute est d'abord une entreprise monoproduit, la laine à tricoter. La petite filature tourne bien, mais au sortir de la Première Guerre mondiale, les annulations de marché se multiplient et pour faire face à la crise du textile, la famille Paulet cherche un moyen d'écouler ses stocks. Elle fait paraître une petite annonce dans le quotidien Le Journal de Roubaix du 12 octobre 1922. Intitulée « Pour tricoter », l'annonce propose des laines filées en solde, des écheveaux et des pelotes, et préfigure ainsi les futurs magasins d'usine. Puis, en 1925, la famille Paulet crée un journal mensuel intitulé Pénélope, où les clientes peuvent trouver conseils pratiques, échantillons, tarifs, et suivre l'organisation des concours de tricoteuses. 3 ans plus tard, le fichier client compte déjà 600 000 noms, ce qui incite les Paulet à concevoir ce qu'ils appelleront un support spécifique de diffusion et de promotion de leurs articles. Ainsi naît le catalogue de vente par correspondance le plus célèbre de France, avec tous les défis logistiques que ce type de vente suppose à l'époque, pour enregistrer les commandes, préparer les colis et y inscrire les adresses de livraison. Désormais, le célèbre catalogue La Redoute garnit toutes les étagères des familles françaises, à côté des célèbres bottins des pages blanches et des pages jaunes de Télécom. Avec l'idée novatrice de vendre directement aux consommateurs via des catalogues, La Redoute devient une véritable institution en France. Pendant des décennies, c'est l'endroit où tout le monde commande vêtements, linge de maison et même électroménager. Mais comme toute grande success story, La Redoute va bientôt devoir faire face à des défis énormes. Dès les années 70, la crise du secteur textile n'épargne personne. Amorcée lors du premier choc pétrolier de 1973, c'est une crise durable. Pour ne pas disparaître, les entreprises engagent des processus de réduction des coûts. Licenciements massifs, fermeture de magasins, réduction des collections. La Redoute n'est pas épargnée et pour ne pas disparaître, il faut continuer à répondre aux attentes en constante évolution de la société. Et désormais, La Redoute prépare ses commandes en 2 heures. À la fin des années 70, l'entreprise est rachetée par Le Printemps et arrive ensuite dans le giron de François Pinault lorsque celui-ci rachète les grands magasins en 1991. Même si La Redoute appartient désormais à un grand groupe, aux côtés d'enseignes de grande distribution comme Conforama, Prise Unique, la Fnac ou encore Surcouf, et détient désormais un savoir-faire reconnu en matière de logistique, ce n'est pas suffisant. À partir des années 2000, les temps changent. C'est l'heure de gloire de venteprivée.com, Showroom Privé, Sarenza, et bien sûr le géant américain Amazon. Trois Suisses, Fil d'Art, Blanche-Porte, tous les fleurons nordistes de la vente par correspondance souffrent, licencient, se restructurent. La Redoute, pourtant pionnière dans son secteur, peine à s'adapter. En 2012, la situation devient critique. L'entreprise accumule les pertes et son propriétaire, François Pinault, envisage de la vendre. Pour les 1300 salariés, c'est le choc. La peur de perdre leur emploi plane. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'une incroyable transformation. En 2014, La Redoute est vendue pour 1 euro symbolique à ses 2 managers internes, Nathalie Bala et Éric Courteil. Leur mission ? Sauver l'entreprise, mais aussi garantir un avenir aux 3500 salariés. Leur stratégie est audacieuse. Transformer La Redoute en une entreprise digitale tout en impliquant les employés dans cette renaissance. Et pour cela, Bala et Courteil proposent une idée révolutionnaire. Faire des salariés des actionnaires. Grâce à un mécanisme d'actionnariat salarié, les employés deviennent directement intéressés à la réussite de l'entreprise. Et cette idée va changer leur vie. La moitié des salariés décident d'investir, Bala et Courteil détiennent alors 51% du capital, les salariés 49%. Mais ce n'était pas gagné d'avance. La transformation numérique de La Redoute nécessitait des investissements massifs, une refonte des équipes et surtout une vision stratégique claire.
La Redoute est à un carrefour critique. Faut-il continuer à miser sur son modèle historique, le catalogue papier, ou se lancer à fond dans la vente en ligne pour rivaliser avec les nouveaux géants comme Amazon ou Zalando? C'est un dilemme stratégique que Clayton Christensen, un célèbre universitaire américain à l'origine du concept de disruption, appelle le dilemme de l'innovateur. Christensen a mis en lumière le paradoxe selon lequel le succès engendre la complaisance, rendant les entreprises autrefois dominantes vulnérables à ce qu'il appelle les innovations perturbatrices, qui peuvent rapidement les rendre obsolètes. Au cœur de l'innovation perturbatrice se trouve une distinction claire entre les technologies de soutien et les technologies perturbatrices. Les technologies de soutien, ce sont les innovations qui améliorent les performances des produits existants, de manière à ce que les clients principaux des principaux marchés s'y attendent. Par exemple, le développement continu de moteurs à essence, plus efficaces par les constructeurs automobiles. À l'opposé se trouvent les technologies perturbatrices, qui offrent initialement des performances inférieures selon les critères du marché principal. Elles sont souvent moins chères, plus simples, plus petites et parfois plus pratiques que les produits établis. Mais elles n'attirent pas initialement la base de clients principale. Avec le temps, les technologies perturbatrices évoluent, s'améliorent et capturent des segments de marché qui étaient auparavant négligés ou mal desservis par les produits établis. Il est toujours difficile quand on est leader sur son marché d'être confronté à une innovation de rupture. L'exemple de Kodak est emblématique. L'entreprise de photographie fondée en 1881 inventa la pellicule photosensible. Et si la société existe aujourd'hui, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Aurait-elle alors raté le passage de l'argentique au numérique? Eh bien en fait, Kodak s'est intéressée à la photo numérique dès 1975. L'entreprise a été pionnière dans ce domaine et elle a été à l'origine de nombreux brevets. Parfaitement consciente de ce qui se jouait, elle a cependant choisi de protéger son activité principale qui était la vente et le développement de pellicules argentiques. Kodak n'a pas raté la révolution numérique, elle a été victime du dilemme de l'innovateur. Revenons à la Redoute. En 2014, l'entreprise est au bord de la faillite. Et c'est alors que ces deux nouveaux dirigeants visionnaires, Nathalie Bala et Éric Courteil, prennent une décision radicale. Abandonner le catalogue papier, symbole historique de la marque, et tout miser sur la vente en ligne. Cette décision n'était pas sans risque. Le catalogue papier est resté la principale source de revenus. Mais Bala et Courteil ont compris une chose essentielle. Pour survivre, la Redoute devait embrasser l'innovation perturbatrice qu'est le e-commerce. Ils modernisent les infrastructures, investissent massivement dans le digital. Cette stratégie audacieuse va finir par porter ses fruits après de lourds efforts. En 2015, soit un an après la reprise de la Redoute, la société a toujours un genou à terre avec 40 millions d'euros de pertes pour 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais ses dirigeants persévèrent. Pour accompagner cette transformation, un nouveau centre logistique ultra-moderne voit le jour, capable de traiter 3500 commandes à l'heure. Il marque le début d'une nouvelle ère pour l'entreprise. En 2017, alors que tout semble jouer contre la Redoute, le groupe Galeries Lafayette décide de tenter sa chance. Il rachète 51% de l'entreprise pour 140 millions d'euros. Il est alors convenu qu'il pourrait racheter la totalité du capital dès 2022, selon une formule prévoyant que plus le résultat opérationnel du dernier exercice serait favorable, plus le multiple pour calculer la valeur de l'entreprise serait élevé. Cela paraît totalement incroyable aujourd'hui, mais les Galeries Lafayette n'avaient pas souhaité plafonner ce montant, ni même lisser les résultats sur plusieurs années. Soyons honnêtes, personne ne croyait vraiment au redressement de la Redoute à l'époque. La montée d'Amazon en France faisait planer une menace constante et des concurrents comme les Trois Suisses avaient déjà quasiment disparu. Et pourtant, un événement imprévu allait tout changer. Le Covid-19. Confinement, fermeture de magasins, explosion du commerce en ligne. Ce qui a été une catastrophe pour beaucoup d'entreprises est devenu une aubaine pour la Redoute. Avec des Français cloîtrés chez eux, la demande en déco et en mode a explosé. Et la Redoute, déjà prête grâce à sa transformation digitale, en a récolté les fruits. En 2021, la Redoute atteint un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros et dégage 100 millions d'euros de bénéfices. L'entreprise gagne 1 million de nouveaux clients et renforce sa position de leader. La Redoute devient un exemple mondial de transformation réussie face à une innovation disruptive. Arrive alors l'année 2022. Les Galeries Lafayette exercent leur droit de rachat. Résultat, une valorisation astronomique de 1,2 milliard d'euros, soit 12 fois l'EBITDA. Cette valorisation historique a enrichi tout le monde. Nathalie Bala et Éric Courteil empochent chacun environ 200 millions d'euros. Une trentaine de cadres se partagent entre 2 et 10 millions d'euros selon leur part. Mais l'histoire la plus incroyable concerne les salariés. Souvenez-vous,
Ils avaient été invités à investir et ont pu mettre jusqu'à 170 € chacun dans un fonds commun de placement. En 2022, ce fonds est valorisé à 100 millions d'euros à partager entre 1300 collaborateurs. En moyenne, chaque salarié touche 100 000 €. C'est une success story unique dans l'histoire de l'entrepreneuriat français. Alors, que peut-on retenir de cette histoire ? Premièrement, le succès passé ne garantit jamais l'avenir. Deuxièmement, il est vital de reconnaître et d'embrasser les innovations perturbatrices, même si elles remettent en question vos activités historiques. Que ce soit pour Kodak ou La Redoute, le dilemme de l'innovateur est une leçon universelle. Ceux qui choisissent de ne pas évoluer risquent de disparaître. Mais ceux qui osent, comme La Redoute, peuvent transformer une menace en opportunité. Que feriez-vous si vous étiez face à une innovation disruptive ? Dites-le moi en commentaire et si cette histoire vous a inspiré, likez, partagez et abonnez-vous pour plus de récits captivants sur les succès et les échecs du monde des affaires.